et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Quelle histoire que celle de Marine. Trouver un nom pour cet épisode fut un sacré casse-tête, tant ce qu'elle y évoque est riche. Marine est une femme qui a toujours été dans le contrôle. Contrôle de son job, contrôle de sa vie, mais surtout contrôle de son corps. À l'adolescence, après une prise de poids qu'on lui fait remarquer de toutes parts, elle sombre dans les troubles du comportement alimentaire, du côté de l'anorexie. Ce ne sera pas sans conséquences dans son parcours, notamment lorsqu'avec son mari, il décide de faire un bébé. Lorsqu'elle arrête la pilule, rien ne se passe. Aucune trace de retour de règles. Et oui, l'aménorrhée est un signe distinctif de l'anorexie mentale. Au bout de 2 ans, elle se dirige vers un parcours PMA qui lui permettra de tomber enceinte non pas d'un bébé, mais de 3 en même temps. Cette grossesse triple, hors norme, sonne comme un cri de libération pour Marine. Elle est tellement hors de son contrôle qu'elle fait sauter tous les verrous qui l'ont si longtemps enfermée. Malheureusement, cette grossesse n'ira pas à son terme. En octobre 2021, après 5 mois et demi de grossesse, Gustave, Suzanne et André naissent sans vie. De cette terrible épreuve, Marine se relève, non sans douleur, avec la conviction qu'il est temps d'aller au-delà des limites qu'elle s'est toujours imposées. Ses enfants lui donnent aujourd'hui la force d'aller toucher du doigt son rêve, devenir pâtissière. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Marine, bienvenue sur Prenons un café. Bonjour Élise. Je suis ravie de te recevoir. Ça fait un petit moment que je suis un petit peu tes aventures sur Instagram. Est-ce qu'avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, s'il te plaît ? Bien sûr. Je te remercie de m'inviter sur ce podcast parce que ça me fait plaisir de pouvoir échanger sur mon expérience. Qui je suis ? Donc, je m'appelle Marine, j'ai 30 ans. J'habite Niort, alors c'est pas très loin de La Rochelle. Que dire de plus ? Alors aujourd'hui, je suis, on en parlera certainement plus tard, je suis en reconversion professionnelle. J'en aurais sûrement parlé en intro parce que j'introduis toujours les sujets des émissions. Mais la raison pour laquelle je t'ai demandé de faire ce podcast avec moi, c'est parce qu'il y a 1 an, tu étais enceinte et tu as perdu tes bébés, tes triplés. Est-ce que je vais commencer, je parle de ça tout de suite parce que je vais te poser la question traditionnelle de Prenons un café. J'espère qu'elle sera pas inappropriée et tu me le dis si c'est le cas. Mais est-ce que Marine, tu as toujours désiré être mère ? Oui, mais jamais viscéralement, jamais en priorité. J'ai toujours voulu être maman parce que ma maman était maman et on voit toujours que c'est le cadre finalement parfait de on se marie, on a des enfants et puis après on devient grands-parents. Voilà, il y a plein, c'est la suite. Ouais, un schéma traditionnel finalement. Exactement. Aussi parce que c'est la consécration d'un couple pour moi aussi, de fonder sa famille. Mais en même temps, ça n'a jamais été la priorité. Avec ton mari, vous avez parlé d'enfants tôt dans votre relation ou c'est venu comme ça au fil du temps ? C'est venu au fil du temps. J'ai un mari qui est très discret. C'est pas des choses, des conversations qu'on va aborder facilement dans le quotidien. Ça s'est avéré un jour où moi je me suis dit bon ben et si j'arrêtais la pilule, hein, c'est le petit message qui veut tout dire. Et il y a un jour où il m'a dit ben pourquoi pas. Ah. Et là je saute de joie parce que je me dis bon ben ça y est et c'est un petit feu vert. Donc voilà comment ça a commencé. Après on va dire 2-3 ans de vie commune. Le mariage aussi, et après les enfants. Voilà. Encore dans cette histoire de cadre et de suite logique. Ouais, de cadre. Mais ça te plaisait cette histoire de cadre parce que tu vois, ça fait plusieurs fois que tu l'évoques. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui te correspond ? Ça a beaucoup mené ma vie, le cadre et justement toutes ces règles. Mais au final, est-ce que ça me correspond ? Je ne suis pas très sûre. Ça m'a plutôt, pour d'autres aspects de ma vie, ça m'a plutôt détruit
que finalement laisser libre cours à mon état d'être ou à vraiment ce que je ressens. Je comprends. Donc tu décides d'arrêter la pilule, saute de joie et tout ça. Comment ça se passe cette histoire de conception, de bébé? Est-ce que ça marche facilement? Est-ce que ça prend du temps? Dis-moi un peu. Alors, j'ai arrêté la pilule, pensant que je suis allée voir aussi mon gynécologue, pardon, par la suite, parce que voilà, la suite pour voir un petit peu comment ça pourrait se passer après l'arrêt de la pilule. Donc après quelques mois, pas mes règles, pas su. Après un arrêt de pilule pendant pas mal d'années, on sait très bien que la machine, elle met du temps à se relancer. Sauf que les mois ont passé, beaucoup de mois ont passé, des années ont passé, et toujours pas mes règles. Ah oui. Donc Pas de règles du tout? Du tout. Aménorrhée, Waouh. donc je dirais, voilà, comme on l'appelle aujourd'hui, hypothalamique, donc une aménorrhée secondaire, que je ne savais OK. pas à la base, je ne comprenais pas, je ne savais pas. Les gynécologues ne m'ont rien dit pour autant. Donc, on a fait aussi des examens, on va dire, plutôt fonctionnels, savoir si finalement j'avais pas un problème. Mon mari, pareil, donc les machines vont bien. Ouais. Mais justement, hein, si on revient sur ces cadres, une femme qui fait beaucoup de sport, qui est très stressée, qui a des troubles du comportement alimentaire depuis des années, que je noterais plutôt dans un style anorexique, restriction alimentaire, due à des régimes, due à une volonté d'une image corporelle, de répondre justement à tous ces critères, qui a fait que j'en ai perdu mes règles et ma fertilité. Quel est le diagnostic finalement? Est-ce que c'est vraiment juste dû au fait des troubles du comportement alimentaire, au fait de ton mode de vie finalement, entre guillemets, enfin, je mets des gros guillemets à mode de vie, que tu n'as pas tes règles ou il y a autre chose? C'est un tout, en fait. Il y a un moment donné, le gynécologue, il m'a dit, mais sans vraiment m'alarmer, il m'a dit, bon, ce qu'il faudrait que vous fassiez, c'est moins de sport, courez moins, faites moins d'endurance, parce qu'à cette époque-là, en fait, je courais énormément, parce que en plus de ça, j'étais référencée un peu dans la région, où après, j'étais même qualifiée dans des championnats pour des semi-marathons, des choses comme ça. Donc, en fait, c'était un Ouais. entraînement qui était poussé, beaucoup d'endurance. Je fais énormément d'entraînement. Donc, limiter le sport, premier conseil. Deuxième conseil, faut grossir un petit peu, madame. Voilà, mangez plus. Et troisième conseil, réduisez votre état de stress, réduisez le travail. Voilà. Reposez-vous, Ils madame. sont un peu faciles ces conseils à donner, j'ai envie de dire. Comment tu peux juste dire à quelqu'un qui présente des troubles du comportement alimentaire, manger plus, comme si tu vas lui dire quoi, genre ah bah oui tiens, j'y avais pas pensé. Merci beaucoup pour ce conseil, c'est sympa. Et comment tu réagis toi quand on te dit tout ça? Au début, à cette époque-là, alors d'une, c'était juste mon gynécologue, donc c'était pas, lui, il savait pas forcément dans quel cadre que j'étais. Il constatait en Mmh. fait, il constatait juste en fonction de moi ce que je lui avais dit, comme mes habitudes au Oui. quotidien. Euh, Après, ce sont des jugements et c'est vrai que les professionnels de santé ne se rendent pas compte. Tout au fil en fait de mon histoire, ce genre de conseils, manger plus, réduisez le sport, ils se rendent pas compte en fait que c'est bien plus sournois que ça. Après, j'ai été aussi accompagnée par des psychologues ou des autres professionnels de santé qui ont pu m'accompagner sur cette sphère-là de ma vie. Pour autant, c'est pas comme ça qu'ils auraient dû m'accompagner dès le début. J'aurais peut-être gagné quelques années de ma vie et j'aurais Mmh. peut-être, voilà, compris plus de choses. Parce que moi, à l'époque, je pensais que je faisais tout très bien. Quand on vous dit d'atteindre un physique comme ça, de faire du sport, pour une personne qui est moi, en fait, de mon tempérament, qui j'ai toujours été voulu faire bien les choses, le perfectionnisme, la volonté d'être bien vu, d'être aimé par tout le monde, le regard des autres, tout ça. Mais en fait, on se dit, ce que je fais, c'est bien. Mais en fait, faut juste trouver l'équilibre. Mais l'équilibre, c'est tellement compliqué je sais plus où j'en étais. Mais Oui, en fait, pour toi, il y avait pas de problème finalement parce que tout ton mode de vie, en tout cas, tout ce que tu faisais, c'était vraiment, tu pensais que c'était dans le bon sens, que c'était ce qu'on attendait de toi finalement, ce qu'on attendait de toi dans la société, mais en tant que personne. Donc forcément, tu te dis pas à un moment, ça te met pas la puce à l'oreille que potentiellement c'est problématique,
pour tout ce qui touche à la fertilité et derrière, enfin, pour concevoir, puisque mais moi, ce que je comprends pas, et après, tu auras certainement peut-être pas la réponse, mais que le fait quand même que tu pas tes règles, enfin, c'est quand même un gros signe au niveau de l'anorexie. L'absence de règles est un des signaux d'anorexie assez avancé, j'ai envie de dire, qui montre qu'il y a un problème à ce niveau-là. À aucun moment, le gynécologue y a pensé. Il me l'a jamais dit. Par contre, en fait, c'est qu'aussi quand on prend la pilule, on ne sait pas en fait si on a un aménorrhée. Oui. Moi, en fait, depuis mes 18 ans, alors en fait, dans le contexte, pour remettre tout dans le contexte, quand j'étais plus jeune, j'étais en surpoids. Une bonne vivante, une très bonne gourmande. Les goûters, c'était le rendez-vous, le rendez-vous de l'adolescence. Voilà, un surpoids, mais bon, on savait me le dire que j'étais la petite grosse ou les choses comme ça. Hypersensible que je suis, en fait, ça faisait écho et j'ai entamé les régimes. J'ai entamé un régime qui s'avère être je sais pas si on doit faire de la pub, si on a le droit de faire de la pub, mais le régime du camp, Je, voilà. je, je, je fais pas de pub du tout sur les régimes, parce que vraiment, s'il y a bien un truc sur lequel je ne cautionne pas, c'est ça. Mais je vois ce que c'est. C'est un truc qui était réputé dans les années 2000, je pense, un peu, où c'était quelque chose où il fallait manger que de la protéine ou des trucs comme ça, c'est pas ça? C'est ça, c'est ça. Donc j'ai commencé ce régime, il était c'était merveilleux. Et là, forcément les gens, waouh, tu deviens quelqu'un de joli, t'as 18 ans, tu commences à plaire. Et puis finalement l'objectif que tu te donnes, moi qui en fait me référence énormément aux paroles des autres, quand on te dit tout le temps, c'est bien, comment t'as fait, t'as une volonté de faire, etc. Continue. Donc on va dire que mes troubles du comportement ont commencé vers là. Et en fait, c'est vers 27 ans que j'ai arrêté la pilule. Donc en fait, de 18 ans Oui, à donc c'est 27 passé ans, beaucoup de j'étais temps. sous pilule et je savais pas que j'étais dans cette anorexie parce que j'ai jamais été vraiment en extrême maigreur pour être hospitalisée ou pour être diagnostiquée et être prise en charge par un pôle médical. Mais j'étais quand même j'ai toujours été finalement, j'ai quand même été à un moment donné dans ma vie très maigre, mais comme je faisais aussi du sport ou tout ça, il y avait quand même cet état de musculature qui permettait de m'éviter cette vision de maigreur extrême et qui aurait nécessité devant un médecin que le médecin me dise là, il faut s'hospitaliser, c'est plus possible. Et puis la pilule a tout noyé en fait. Oui, complètement. Oui, après, de toute façon, c'est pas le seul signe, hein, mais tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que dans tes mots, tu dis que tu as pas été diagnostiquée au point d'être hospitalisée, mais ça n'enlève pas tu vois, l'état, ça n'enlève pas la maladie, puisqu'en fait, l'anorexie, à la base, elle est surtout mentale. C'est une maladie mentale, en fait, l'anorexie, et qui a un résultat physique, qui a un résultat sur le corps, mais à la base, c'est une maladie mentale. Et c'est assez intéressant parce que tu le sais, et je pense que les auditeurs et les auditrices de Prenons un café le savent, mais moi, les maladies, tout ce qui touche à la santé mentale, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, et l'anorexie fait partie des sujets qui sont importants. Enfin, en tout cas, pas que l'anorexie, hein. Les sujets autour de l'alimentation de manière générale et des troubles du comportement alimentaire me touchent particulièrement, parce que beaucoup de gens sont touchés par les troubles du comportement alimentaire, qu'ils soient côté anorexie, côté boulimie. Et en fait, on voit pas toujours qu'ils sont des troubles du comportement alimentaire, justement. On pense que ce sont des habitudes. On pense que c'est un objectif à fixer. Comme toi, tu en parlais juste avant, c'est de dire, en fait, moi, je pensais que c'était ce qu'il fallait que je fasse, parce qu'en fait, tout le monde te disait que c'était super, finalement. Enfin, tu sais, comme quand tu maigris et que c'est suite, par exemple, à un événement tragique, on va dire, ah, ça te va super bien, au lieu de poser la question à la personne si est-ce que tu vas bien, en fait. Parce que potentiellement, juste maigrir, ça veut pas dire qu'on va bien. Ça veut pas dire qu'on est en bonne santé, mais comme physiquement, c'est ce qui est attendu de toi, on part du principe que tu vas bien, en fait. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Et c'est des sujets à prendre très, très au sérieux, finalement. Et valoriser une personne en fonction de son apparence physique, ça peut être destructeur, en fait.
ça c'est destructeur finalement. C'est pas que ça peut, c'est que ça l'est. Et j'aimerais bien justement, tu vois, faire un peu de prévention aussi avec cet épisode. C'était pas prévu, mais pourquoi pas pour toutes les personnes, pour tous les jeunes. Je sais pas si j'ai des jeunes personnes qui m'écoutent, je ne sais pas, mais potentiellement, en tout cas, il y a des parents qui auront peut-être des ados à un moment et qui pourront juste faire attention à ces sujets-là parce qu'en fait, les mots font mal. Les mots tu disais tout à l'heure, toi, tu avais un surpoids à la base et de t'entendre dire justement tout le temps que la petite grosse ou ces genres de choses, en fait, c'est pas drôle. C'est pas drôle et ça a des séquelles et ça a des incidences qui peuvent aller très loin. Toi, ça a finalement eu une incidence pas sur ta santé peut-être physique ou peut-être que si, mais en fait on le saura pas. Mais en tout cas sur ta fertilité. Euh, donc tu vois, enfin, ces mots-là sont importants. On cherche pas à avoir un trouble du comportement alimentaire, hein. C'est parce que derrière il y a un objectif à côté. Et c'était quoi l'objectif? C'est comme beaucoup d'entre nous, parce que là je vais parler à toutes ces femmes finalement qui veulent faire un régime ou qui veulent justement se trouver mieux pour pouvoir. Enfin, même d'ailleurs, pourquoi on veut faire un régime? C'est parce qu'on nous dit de faire tel poids, ou on nous dit de faire telle chose, ou pourquoi on se met à faire du sport parce qu'on nous dit que c'est bon pour notre santé, ou parce que oui, ok, mais on s'en écoute même plus que ce dont on a besoin nous-mêmes. Et finalement, le grand nombre de personnes ont des TCA. Alors, je ne parle pas que de l'anorexie, il y a plein d'autres, oui, troubles du comportement alimentaire, parce que on a un objectif qui est finalement peut-être pas celui du cœur, mais celui d'un objectif généralisé par une société ou par un esthétique, en fait. On va revenir à ce parcours. Donc tu finis par voir des psychologues, tout ça. À un moment, est-ce qu'on te propose un parcours médicalement, de procréation médicalement assistée? Alors, le gynécologue, après 1 an sans avoir eu mes règles, je retourne le voir en lui disant, il y a quand même un problème là. Je veux bien avoir arrêté la pilule, je veux bien attendre un petit temps, mais bon, là, ça commence à être long. Je pense que comme beaucoup de couples, à partir du moment où on a décidé de vouloir un enfant, c'est pas dans 4 ans, quoi. Non, ça, quand tu décides que tu veux un bébé, t'aimerais que ça marche tout de suite. Voilà, exactement. Donc là, on attend, j'attends ça, et là, je retourne le voir, et c'est là où, en fait, à ce moment-là, il me dit de faire tous les examens, parce qu'en fait, pour rentrer dans un parcours PMA, il faut avoir fait tous ces examens. Là où j'étais, mon gynécologue, il n'y avait pas de centre de PMA. Il m'a dit, si vous voulez, il y en a un sur La Rochelle. Donc, par contre, pour ça, de toute façon, il va vous demander un dossier pour voir si tout fonctionne bien, déjà d'un point de vue fonctionnel, et après, vous verrez avec lui. Donc, déjà, on peut amorcer tous ces examens-là. Donc, on avait commencé avant d'avoir un rendez-vous qui est quand même long à prendre parce que les demandes sont très importantes, hein. Donc voilà, et puis donc là, moi je me suis dit, je vais faire en sorte d'avancer aussi sur mon état psychologique et mes TCA, etc. à côté, mais j'avais quand même envie, à un moment donné, on s'est posé la question et on s'est dit, c'est le moment, on a envie, donc laissons-nous une chance aussi. Du coup, suite à mes examens médicaux, tout allait bien, tout fonctionnait de mon côté et de son côté. Sachant que je n'avais pas du tout de cycle, pas du tout d'apparition, parce qu'on peut avoir en fait des cycles et des ovulations même sans avoir ses règles. Ah oui, d'accord. J'avais Et rien toi, il du y tout. avait rien du tout? Rien du tout. Finalement presque une femme ménopausée. Ok. Et ils ont réussi à déterminer la raison? Oui, les prises de sang et les choses comme ça ont montré que finalement j'avais une activité hormonale très faible. Parce que finalement, j'ai un corps qui fait en sorte de gérer ses organes vitaux et qui n'a pas suffisamment d'énergie Pour la question hormonale. Mais à part ça, tout va. Enfin, je veux dire, à part ça, tu es fertile. Enfin, tu as une réserve ovarienne, tu as des ovules et tout ça. Voilà, tout va bien finalement. Si j'avais cette fonction hormonale et ces réseaux ces connexes qui se faisaient bien, tout irait bien. Et qu'est-ce qui est mis en place alors à ce moment-là? Du coup, il me propose une stimulation ovarienne, ce qui est du coup un traitement en fait par piqûre où on m'injecte en fait les hormones nécessaires pour déclencher la machine.
Ok. Quel est le protocole qui est décidé? Parce qu'on te fait une stimulation, mais est-ce que derrière, tu as des inséminations ou est-ce qu'ils te disent ça se fait de manière complètement naturelle et vous essayez à la maison, quoi? Non, c'est une stimulation en fait après naturellement. Ouais. Il n'y a pas eu d'insémination. Les enfants sont nés d'un acte sexuel naturel. Oui, donc c'est vraiment pour donner un coup de pouce à la nature finalement et pour que ça déclenche tes ovulations, puisque il n'y a aucun problème de fertilité chez ton mari ni chez toi. Donc a priori, s'il y a ovulation, ben la fécondation peut se faire de manière totalement traditionnelle. Non, mais c'est ça. C'est un coup de pouce médical. Alors, il y a plusieurs étapes. Donc, d'abord, les injections, c'est juste pour en fait développer les follicules. Et après, en fait, j'ai une autre type de stimulation qui là, en fait, va me déclencher l'ovulation. Et à partir de là, ben, c'est très glamour. Ils te disent, bon, ben là, c'est 4 jours, faut y aller. En vrai, j'ai quand même eu la question. Je lui ai posé la question au gynécologue de demander est-ce qu'il faut le faire plusieurs fois dans la journée pour que ça soit plus efficace. Et là, il me dit non, non, une seule fois suffit parce qu'après, les spermatozoïdes de monsieur seront pas si efficaces. Donc une seule fois, mais pendant 4 jours d'affilée. Je peux vous dire qu'en fait, il y a rien de glamour hein, parce que premier coup, c'est chouette, deuxième jour, c'est voilà, quatrième jour, on en a ras le bol. Bah oui, parce qu'en fait, tu te sens obligé de le faire. C'est vrai que ça enlève un petit côté, ça enlève la spontanéité et tout ce qu'on peut mettre de romantique finalement autour de cet acte-là, quoi. Ça a marché au bout de combien de temps? En fait, ça a été la stimulation, les premières injections, la première phase a été longue parce que le gynécologue voulait s'assurer que ça soit fait lentement. Parce qu'il s'est dit, vous êtes quand même, il a dit ça va réagir. Je sais pas comment au niveau des résultats de prise de sang, mais il m'a dit vous allez quand même, je pense que vous allez réagir rapidement. Donc en fait, on a été très lentement, très doux dans les injections. Donc cette phase a été longue parce il voulait pas se planter. Il voulait pas en fait en arriver justement à une grossesse multiple. Bah oui. Donc il avait pris le temps qu'il y ait et le moment idéal pour avoir un follicule bien développé et pas d'autre, pour qu'il n'y ait Mmh. pas justement plusieurs bébés en même temps. Donc il avait dit on va faire ça tranquillement et au moment opportun, ça sera bon parce que je pense que ça peut vite prendre en fait. Il n'y aura pas forcément besoin de Ouais, plusieurs stimulations comme ouais. celle-ci, plusieurs besoins d'ovulation. Donc premier coup, et ben jackpot. Ah ouais, direct? Avec, une dose faible en plus? Oui, alors il l'a augmenté au fur et à mesure. Ouais. Ça a duré au moins 2 mois. Hein. Il a pris le temps, ça a Ah duré oui, 2 mois. d'accord. Mais au moment où il m'a dit c'est bon, donc à la phase où on a déclenché l'ovulation, ben là, ça a été le bon moment. Bien OK. évidemment, moi je savais pas que ça allait être le bon moment, on savait pas. Donc il y a toujours ben, une phase après où on est bien 2 semaines à attendre que ça se passe, Bah à oui. croiser les doigts parce que j'avais certainement pas envie de refaire tout ça. Ah ouais. Tu as mal Parce vécu toi cette, phase de piqûre, enfin de stimulation, pardon? non, mais bon, ça faisait déjà 3 ou 4 mois qu'on attendait d'avoir le traitement. Après, bon, ça fait 2 mois de traitement. Ça demandait des prises de sang 2 fois par semaine, 2 fois des rendez-vous par semaine. C'était très prenant. Donc, et puis ben, fatigant mine de rien parce que quand ça fait des années qu'on n'a plus de cycle ovarien, quand on s'injecte ben, des taux d'hormones, forcément moi aussi ça me fatiguait. Et à en parler tous les jours, ben on a envie. On a envie que ça se passe. On a envie que ce soit enfin le bon moment. Donc ces 2 semaines d'attente se passent. Comment tu découvres que tu es enceinte? Le médecin m'avait donné une prise de sang à faire, donc à peu près 2, 3 semaines après. Il m'avait dit surtout vous ne faites pas de test de grossesse parce que ça pourrait être De test? de tests, oui, parce que ça pourrait être des faux positifs. Parce qu'en fait, dans le traitement, il y a des hormones qui pourraient répondre positivement au test sans pour autant être ensemble. Il voulait pas de faux espoirs, sauf que moi, c'est vrai qu'à un moment donné, je commençais à pas être bien du tout.
et à ressentir des choses, hein. Je pense que voilà, on sent des choses dans notre corps. J'avoue, j'ai fait un test de grossesse avant même la prise de sang. Là, je vais le dire. Donc et j'en ai pas fait Ah qu'un. ouais? Ouais, j'en ai fait 2 ou 3 jours de suite. Je pouvais plus, en fait, je pouvais plus attendre. Et ils étaient tous positifs. Je dis oh là là, bon la prise de sang, elle sera peut-être bonne. Et là j'ai une prise de sang, mais avec des taux énormes, très élevés. Des taux, le taux qu'ils calculent, je ne sais pas lequel taux. Peut-être que toi tu sais Non, quel je taux connais pas c'est. les chiffres. Enfin pour vous Il annoncer y la. a longtemps que j'ai vécu ce Mm. genre de choses. Et non, je connais pas les chiffres. En revanche, je sais que, enfin, comme tu as dû passer, enfin, comme tu es dans un protocole de finalement de PMA, même si c'est sans insémination et sans FIV, ta prise de sang, tu as dû la faire assez tôt finalement. Est-ce que tu as attendu ton retard de règles ou pas? Enfin, bah, du coup, comme tu n'avais pas tellement de règles, c'est compliqué à calculer. Mais normalement, le taux, il est pas, enfin, il est pas censé être énorme et ça augmente graduellement. Quand tu commences à avoir des plus que 3 chiffres au départ, c'est que généralement, ça annonce une grossesse multiple. C'est ça. Et ben après les 2 semaines, en fait, le jour où je devais faire ma prise de sang, ben j'avais déjà un taux énorme. Je crois qu'il était voilà, au moins à 3 chiffres, voire même plus. J'avais appelé du coup le service PMA et il m'avait dit bon ben là vous êtes enceinte. Mais ils n'ont pas été à me poser plus d'interrogations concernant le résultat. Donc là après, ben, il y a eu le rendez-vous. Le premier rendez-vous avec le gynécologue où là on a fait une échographie. Il a découvert qu'il n'y avait pas qu'un seul bébé. Donc là, ça a aussi été une très grande Ouais, histoire. tu nous racontes? Donc avec mon mari qui était là également. Bah, je peux vous raconter, il n'y a pas de souci. Donc moi, pendant l'échographie et le médecin qui regarde dubitativement. Donc moi, je voyais que le médecin, le regard du médecin. Lui, le médecin regardait l'écran. Et mon mari était un petit peu sur le côté et il dit à mon mari, bah, venez, n'hésitez pas, venez nous voir, venez avec moi. Donc il se rapproche et le, le médecin ne dit plus rien. Bon. Et je dis, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui se passe? Là, il me dit, ben, vous voyez, je vous regardais. Retournez-vous, regardez l'écran. On a tous regardé l'écran. Et il me fait voir, bon là, vous avez le premier bébé. Là, le deuxième bébé. Là, je le regarde. Je dis, c'est qu'il y en a deux. Super contente. Parce que c'est vrai que moi, des jumeaux, ça me dérangeait pas. J'étais super ravie. Et en fait, là, il commence à dire, et là, il y a un troisième. Et là, j'ai dit 3. Des triplés. Et mon mari, il a dit 3 enfants. Et là, le monsieur, il a dit, oui, oui, vous êtes ensemble de triplés. Et je vous assure qu'il y a quelque chose qui était très rigolo, c'est que mon mari, tout de suite, a dit, on peut en enlever. Mais non, mais ceci dit, c'est intéressant parce que moi, j'ai déjà fait des épisodes, justement, on parle de grossesse triple. Et sur les 2 fois, à chaque fois, c'est quelque chose qui a été proposé hein, par les gynécologues. Alors, tout de suite, le gynécologue a dit, vous savez, voilà, vous attendez des triplés. Tout de suite, il nous a dit, envisagez la réduction embryonnaire. Donc là, on se demande tout de suite. Alors déjà, on est super content. Ça faisait 4 ans qu'on attendait un enfant, et là, on nous parle d'en enlever. Alors là, nous, on était complètement perdus. Et c'est justement deuxième petit intervention de mon mari. Il me dit, on peut en enlever 2. Là, le gynécologue, il dit, alors ça, c'est sous commission, hein, si vous voulez en enlever 2. Un seul, ça va, mais 2, c'est sous commission. Ça sera pas forcément accepté. Mais là, bon, voilà, c'est dans l'empressement parce que mon mari était très content. Mais je Oui, mais pense la que c'était panique. la panique. Bah attends, et on t'annonce que tu vas avoir 3 enfants, t'as de quoi paniquer. Enfin, franchement, enfin, c'est pas une nouvelle. Tu t'y attends pas forcément. Non. Non, non. Et puis, ben, tout de suite, on attend des enfants, mais en même temps,
on vous propose d'en enlever, c'est plein de choses. Il y a eu plein de d'émotions contradictoires, d'émotions, voilà. Enfin, après cette annonce, le choc a été absorbé au bout d'un moment quand même. Qu'est-ce que vous décidez finalement? On a décidé de garder les 3 parce qu'on s'est dit c'est ce qui nous est donné. C'est la vie, elle nous a offert 3 enfants. Euh, on on s'est même pas dit parce que c'est vrai que les médecins nous ont dit, vous savez, s'il y en a un d'handicapé, il faut attendre un peu. Peut-être que c'est vrai qu'on s'est dit vraiment si les prises de sang futures, on voyait vraiment un handicap ou quelqu'un qui se développe, un petit qui se développait moins, on s'est dit on verra. Mais si tout va bien, ben on les garde. Ça c'était clair. Sachant que à cette échographie-là, il y en avait un qui était beaucoup plus petit que les 2 autres. Donc en fait, il savait pas du tout s'il allait être, si le petit allait en fait, si le tout dernier, le plus petit, allait continuer, S'il allait se si ça allait pas développer? exactement. Lui, c'est vrai que le gynécologue a pensé que c'était en fait de 2 conceptions à plusieurs journées différentes, D'accord. et c'est pour ça qu'il y en avait un qui était plus petit. Ça a jamais été, on sait pas, hein, mais c'est ce qui nous a un petit peu, C'est ce qui vous a laissé entendre? voilà, c'est ça. Donc nous, tout de suite, on s'est projeté à 3. On a les 3, ils sont là. On a entendu leur cœur battre. On en a entendu 3. On les garde. Moi, ça a été plus en me disant, je vais avoir 3 enfants. C'était un peu plus vraiment tout le temps de la joie, avoir que le positif. Mon mari, à la sortie de ce rendez-vous, c'était oh ben il faut changer la voiture, il va falloir déménager. Voilà, l'opérationnel, c'était le mari, et moi ça a été c'est génial quoi, on va être parents de 3 enfants, et lui c'était tout l'organisationnel à côté. Moi j'y avais pas du tout pensé. Mais moi c'était les 3 enfants que je peux offrir à mes parents, c'est l'extraordinaire de dire qu'ils vont s'éduquer à 3, que ça va être une vie. Voilà, tout de suite c'était tout ça, et lui c'était plus les alentours. Comment se passe, du coup, ce début de grossesse? Parce qu'on passe enfin, une grossesse triple n'est pas du tout suivie de la même façon qu'une grossesse, simple. Comment ça se passe pour toi? Oui, alors déjà, alors moi, état de santé, ça a été tout de suite très fatigué, des essoufflements très rapides. Il a fallu que je me repose très vite. Donc voilà, hein, comme on m'avait dit, les symptômes d'une grossesse simple, en fait, c'est triplé vraiment parce que les taux d'hormones sont triplés. Et le suivi médical plus renforcé, donc des rendez-vous plus rapprochés, Plus des prises de régulier? sang. Mmh. Oui, tout à fait. Donc au début, bon, forcément, faut laisser le temps. Ils attendent quand même cet espace de trimestre, hein, ce premier trimestre, pour savoir si tout va bien. Après, moi, à partir du moment où en fait le premier trimestre est passé, mon gynécologue PMA donne le dossier finalement à l'hôpital qui va m'accoucher. Lui, il déclare la grossesse, là, vraiment. Et après, mon dossier a été transféré à Poitiers parce que c'était un hôpital qui pouvait C'est une gérer maternité de niveau 3? Oui, tout à fait. Ce qui n'avait Ouais. pas à Niort, Avec, moi. les services de néonates et voilà, qui peuvent accueillir justement les grossesses qui sont, dites pathologiques et qui nécessitent justement une prise en charge beaucoup plus importante qu'une grossesse, classique où il y a aucun suivi particulier et où enfin, il y a un seul bébé et où tout va bien. Tout à fait. Donc j'ai été suivie, après j'ai été prise en charge par Poitiers et tous les 15 jours, je devais avoir une échographie. Et donc en fait, Poitiers était assez loin et comme ils voulaient réduire mes temps de trajet parce que je ne devais au mieux éviter la voiture, du coup, j'avais 15 jours, du moins toutes les 4 semaines, j'avais une gynécologue sur Niort qui était un petit peu référencée pour les grossesses à risque. Et tous les mois, j'allais à Poitiers. Donc, ça faisait des ricochets comme ça. OK et ça se passait bien? Ils se développaient bien, les 3 allaient bien. Et puis, donc, à un moment donné que c'était donc 2 petits garçons et une petite fille. Euh, Ouais. Voilà, quatrième mois passé, tout allait bien. Donc forcément, moi, je prends des formes beaucoup plus rapidement
puis une grossesse simple. Hein. Oui, Et j'imagine que ça se voit très vite. oui, ouais. Et bon, eux, elle est bien. La mère, elle est un peu moins bien. Bon, les malaises Ah, vagos, tout ça, voilà. Et il a valu vraiment du repos. Pour moi, qui étais hyperactive, ça a été très dur, mais je savais pourquoi je le faisais aussi. À ce moment-là, les troubles du comportement, l'hyperactivité, en fait, il y avait plus rien. Hein. Moi, c'était vraiment la santé de mes ouais. enfants qui m'importait. Hein. Et mon corps me réclamait des choses que finalement j'avais pas eu depuis. Je m'étais pas donné l'occasion de manger depuis des années. Donc comme quoi le corps est très bien. Ah bah oui, mais justement, j'ai une question par rapport à ça parce que je sais que parfois, la grossesse peut être difficile à vivre pour les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, notamment anorexie, parce qu'elles se voient grossir. Est-ce que toi, tu as eu des problèmes avec cette image de femme enceinte? Non, parce que moi, il n'y avait plus de cadre, en fait. Je pense qu'il y avait ça. En fait, comme grossesse triple, il m'avait clairement dit, ne pensez pas tant de poids à la semaine, tant de poids au mois. Ah non. Et moi, je prenais 1 kilo par semaine. C'était même voilà, il y avait C'était un pas, en fait, prérequis de et je toute pense que façon. ça m'a, oui, et ça m'a beaucoup aidé, en fait, en me disant que j'étais hors norme. Il n'y avait pas de règles. Mais en fait, du coup, ça m'a totalement lâché. Je suis certaine, j'aurais été enceinte d'un seul enfant, mes troubles auraient été toujours là. Parce que j'aurais entendu dire que à telle semaine, il fallait que je fasse tant, il fallait que je prenne tant de poids. Là, en fait, il y avait aucun cadre, aucune chose qui pouvait me dire, ben, t'as trop grossi ou. En Ouais, fait, tu avais pas de t'as pas de, comment c'est quoi le mot? Je l'utilise souvent plus ce mot, tu sais je sais plus. Mais, enfin vraiment c'est ça ce truc parce que même les poids, enfin sur une grossesse, simple, classique, enfin c'est quand même, oui il y a des préconisations, en termes de santé, mais le poids très fixe de tu dois pas prendre, enfin dire à une femme enceinte qui vient de tomber enceinte, tu dois pas prendre plus de tant de kilos, je trouve ça tellement dangereux en fait, parce que c'est rajouter du stress sur les épaules d'une future mère qui déjà, enfin c'est énorme en fait comme stress et comme poids en plus, alors que tu es déjà en train de fabriquer la vie et que enfin c'est compliqué, tu t'apprêtes à endosser un nouveau rôle que tu connais pas et en plus tu devrais surveiller ton alimentation Heu, à à à l'extrême, je trouve que c'est dangereux. Puis ça jamais on questionne justement le rapport alimentaire que peut avoir, la femme enceinte. Justement de se dire, peut-être que c'est dangereux de lui dire ça à elle, peut-être qu'en fait à elle, on peut pas lui dire ça. Peut-être que, enfin, oui, que ce soit dans n'importe quel, que ce soit pour de la boulimie, de l'anorexie ou que sais-je, hein. Mais jamais on ne questionne, la capacité mentale d'accepter d'entendre ce genre d'injonction, c'est ça le mot que j'ai cherché, d'injonction. Mais tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce que tout à l'heure, tu parlais justement de ce cadre qui, toi, t'avait, enfermé finalement, qui t'avait poussé à faire des régimes et qui t'avait poussé à plein de choses et qui t'a probablement poussé aussi dans tes burn-out, professionnels et qui ont certainement été le résultat de tout ça. Et le fait que tu plus justement de normes plus de cadres à respecter, ça te libère. Je trouve ça, assez parlant quand même. ouais. Ça a été vraiment, c'est clair que j'ai totalement lâché prise. Et pour revenir à ce que tu dis concernant en fait toutes ces indications en tant que femme enceinte, il faudrait pas faire ci, il faudrait pas grossir plus, enfin, faudrait pas prendre tant de poids. La femme enceinte, je pense que toutes les femmes qui ont été enceintes, elles ont ressenti des choses qui sont différentes, elles ont des besoins différents. Et si on se laisse la chance de se faire confiance, de faire confiance à notre corps et à ce que demande finalement notre corps à ce moment-là, ben en fait, faut juste se lâcher la grappe et puis répondre à ses besoins. Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que mon corps a eu des besoins et je lui ai répondu. J'ai répondu à ses besoins parce que justement, j'avais enlevé ce cadre total. Pour exemple, je ne mangeais plus de produits laitiers et puis justement, je me disais totalement que les yaourts, c'était pas pour moi parce qu'en fait, j'avais jamais trop aimé ça et tout ça. Mais là, je peux te dire les quantités de produits laitiers que j'ai pu manger pendant mon premier trimestre. Et comme quoi, le corps est hyper bien fait. Faut juste, voilà, le partir du moment où on se donne toutes les permissions possibles, ben en fait, ton corps,
Ouais. Il parle. Il s'agit de s'écouter finalement et d'écouter ce qu'il a à dire, que tu as envie de produits laitiers. C'est probablement parce que tu en avais besoin pour les bébés, pour toi, pour être justement en pleine forme et en santé à ce moment-là. Il y a un moment où ça se passe moins bien, cette grossesse. Qu'est-ce qui se passe exactement et à quel moment ça se passe? Je me souviens même plus à quel stade de grossesse exactement en semaine d'aménorrhée j'étais, mais ça faisait 4 mois et demi à peu près. Il y a des choses où on oublie, hein. Je m'en excuse. Ouais. Non, mais Euh, on n'est pas obligé d'être dans la précision sur ces mais choses-là. c'était il y a un an à peu près pour faire vraiment jour pour jour, tout allait très bien. Et un jour, en fait, j'ai eu quelques saignements sur plusieurs journées. Je m'interrogeais, mais finalement, comme j'étais suivie relativement régulièrement, je me dit, je vais attendre mon échographie. À ce moment-là, mon échographie était le surlendemain. Bah, je vais attendre un peu. Je saigne un peu, c'est peut-être pas trop grave. Forcément, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. J'évite de regarder Internet parce que ça, voilà. Je ne veux pas d'autosuggestion, d'auto-médicalisation ou quoi que ce soit. Non, non, non. Je ne veux pas m'embroumer avec tout ça. Je passe un matin, je me réveille, je sens que ça va vraiment pas très bien. Et, euh, je suis vraiment voilà, il y a quelque chose qui va pas. Je le sens, il y a quelque chose qui va pas. Mon mari me réconforte. J'appelle mes proches, je me dis, et je sais qu'il y a quelque chose qui va pas. J'appelle ma maman, je me dis, je comprends pas. Il y a quelque chose qui va pas. Alors elle me dit de m'apaiser. Et donc là, je fais mon petit truc au quotidien parce que j'étais déjà arrêtée depuis un bout de temps, hein. Le congé maternité pour des triplés est très long et j'étais déjà en congé maternité à cette époque-là. Et vraiment pour situer les choses, ben c'est en cuisinant en fait où je sens qu'il y a quelque chose qui va pas et en fait je perds les os. Je perds les os à 4 mois et demi. Et en fait là je m'empresse à aller aux toilettes, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas et mon mari était en télétravail cette journée-là et heureusement. J'en ai crié, j'ai appelé au secours et en fait on est allé aux urgences et j'en suis jamais ressortie. Du moins après, j'en suis pas ressortie avec mes enfants malheureusement. Ouais. J'avais bien une poche des os d'un des bébés avait bien été rompue. Le pourquoi Ah, du d'un comment, seul des bébés? d'un seul, parce ils étaient chacun uniques hein, dans leur poche. Ah, d'accord. Ok. Et je ne sais pas le pourquoi du comment. Est-ce que les médecins m'ont dit par la suite que ça serait peut-être en fait, il se serait développé plus vite que l'utérus. Le D'accord. muscle n'a pas été assez, voilà, c'est pas développé assez rapidement par rapport à la grosseur des bébés, qui pourrait en fait, il y a un des bébés qui aurait pu pousser l'autre vers la sortie. Et je trouve que Ok. c'est assez imagé enfin voilà, comme idée. Hmm. Sachant que je m'interroge tout le temps sur aussi mon vaccin de Covid que j'ai fait une semaine à l'avant de la perte des os. Je pourrais jamais dire si c'est ça ou pas. On peut s'interroger Non. aussi, voilà. Je sais pas. Je ne veux pas aller au-delà de ces interrogations-là parce que j'ai pas envie de me torturer l'esprit. C'est ainsi. Ouais. Mais parce que tu dis il y a que une seule poche finalement qui s'est rompue. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite quand tu es arrivée aux urgences? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Est-ce qu'il y avait des solutions en fait pour peut-être sauver les deux autres bébés? Enfin, il y avait des solutions? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais même pas si c'est possible hein, dans la médecine aujourd'hui, je sais pas, tu vois. Quand je suis arrivée, déjà, ils se sont dit, non, mais vous avez pas rompu les os, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui va pas quand même. Je suis pas, voilà, je suis Ouais. pas du tout médecin et je suis pas du tout même gynécologue ou sage-femme, mais là il y a quelque chose qui va pas. Donc après ils ont fait les examens, Je trouve ça fou qu'ils aient ils pas ont pris, qu'ils aient commencé par te dire, bah non, c'est pas possible, alors qu'en fait, juste tu leur dis quelque chose et que ce soit pas pris en compte, ça me rend toujours un peu folle. Mais vas-y, continue. J'habite Niort, hein, c'est quand même pas un grand hôpital, hein. Ils étaient pas, je pense pas, ils sont pas expérimentés pour ce genre de grossesse. Non, mais ils font Mais des études de médecine et ils savent bien qu'écouter le corps des femmes, écouter les femmes quand elles parlent, c'est quand même important, tu vois. oui, je suis d'accord quand même.
Donc après, donc quand ils ont fait ce diagnostic-là, donc on a fait les échos, ils se sont rendus compte que donc il y avait un bébé qui n'avait plus sa poche. Donc là, ils m'ont dit tout de suite, je n'étais pas transférable à Poitiers parce qu'en fait ma grossesse n'était pas, j'avais pas atteint les 25 semaines d'aménorrhée. Et à Poitiers, ils me prenaient à partir de 25 semaines d'aménorrhée parce que avant, en fait, je prenais un lit pour une éventuelle personne qui avait des bébés viables. Là, moi, les miens n'étaient pas viables, donc si en fait, ils préféraient ne pas Oui. me prendre. Donc, je suis Oui, restée à parce Niort. qu'avant 25 semaines, la réanimation n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réanimer un bébé qui va naître en dessous de 25 semaines. C'est pas faisable. Alors qu'après 25 semaines, s'il naît à 25 semaines plus un jour, tout est fait pour justement maintenir le bébé en vie et voir jusqu'où ça peut aller, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, je suis restée sur Niort. En fait, on attendait, attendre que ça se passe. Mm. Ils n'ont pas parlé des autres bébés. Les autres bébés se développaient très bien. Il n'y avait aucun problème pour eux. Les seuls problèmes qu'ils pouvaient avoir, c'était pour le bébé où la poche avait rompu, où là, il y aurait pu avoir un sous-développement des membres et des problèmes respiratoires. Mais sachant que les poches des os, on la régénère au fil du temps, la maman, en fait, elle régénère un peu. Je perdais tout le temps du liquide, tout le temps à partir du moment où j'ai rompu. Mais ça pouvait s'alimenter un minimum et mine de rien, il y a des grossesses qui ont été assez loin avec des poches des os rompues, ça peut arriver. Donc voilà, ils ont dit on va voir. C'est Mais il une faut rester sous surveillance médicale pour éviter tout ce qui est infection et tout ça. Tout à fait, c'était ça surtout. Donc j'ai eu des traitements antibio, des choses comme ça. Il y a eu plein d'examens et puis il fallait attendre que ça se passe pour voir. Ils n'étaient pas du tout positifs au sujet. Mais alors moi, je suis d'un aspect très positif. Je les amenais à force dans mon envie d'aller de l'avant et puis en même temps, je dirais que on y croit hein, quand on est dans ces moments-là. Sur mer, on veut y croire. Hein. Les bébés, je les sentais déjà, je voyais leur vie. C'était obligé que je me batte. C'était obligé que je me batte. Même si pour eux, il y avait peu d'espoir, parce que pour eux, le corps, après une rupture de poche des os, le corps fait qu'il expulse rapidement le bébé. Ouais, le travail commence et tout ça. Donc, sous antibiotiques, mon petit quotidien à l'hôpital a démarré. Le 7 octobre, en Ouais. fait, je suis entrée à l'hôpital en urgence. Et donc là, une nouvelle vie un peu lugubre a commencé, avec des traitements antibio qu'ils arrêtaient de temps en temps, mais qui reprenaient. Ils me demandaient si j'allais Ouais. bien. Il y avait des phases où j'allais bien, il y avait des moments où ça allait moins bien. Euh, voilà, donc ça a duré à peu près 15 jours. Ah oui, quand même. Mhm. Donc là, il fallait que j'attende, le protocole était que j'attendrais 4 semaines à peu près à Niort pour ensuite être Mhm. transférée à Poitiers. En croisant les doigts, en croisant tout, qu'il n'y ait pas de naissance avant. Mm. Parce que, et pour les autres bébés, en fait, ils me disaient rien de plus. Ils me disaient pas les possibilités qu'il pouvait y avoir, les types de cerclage ou quoi que ce soit, parce que Ouais. ils m'ont rien dit de plus. Ils m'ont dit si à un moment donné il y a une infection et vous avez une infection, on ne pourra pas faire autrement que Ouais. soit d'interrompre médicalement la grossesse s'il y a un état de santé pour moi, ou soit parce que le bébé est parti de lui-même. Donc les premiers traitements antibiotiques m'ont permis en fait d'avoir des meilleurs résultats au niveau des prises de sang, parce qu'au tout début c'était pas très positif. Et il y a un jour en fait ils ont arrêté les traitements parce que forcément on peut pas être toujours sur les antibiotiques. Et en fait aux quelques jours je le sentais pas en fait, le fait d'enlever mes antibiotiques, je le sentais pas. Déjà j'avais depuis la rupture de la poche des os, j'avais quand même des contractions. Ah oui. C'était normal parce que même chaque fois que le bébé bougeait, j'avais pas de protection. Et en fait, le bébé qui a perdu la Mm. poche des os, c'était le bébé le plus bas, donc je le sentais en plein, voilà, je le sentais en Ouais. plein ventre, ça me faisait de grosses contractions. Et j'avais le droit à aucun traitement. À ce moment-là, on a le droit qu'au Doliprane, hein. Il n'y a rien le droit Mm. d'autre. Au Évidemment. Spaston, et puis voilà.
Donc, au début, je n'avais même pas besoin de Doliprane comme il me disait. Il m'avait dit si, prenez tout ce qu'il vous faut, prenez. Je ressentais pas ce besoin. Et il y a un moment donné où j'aurais pris, si j'avais pu en prendre davantage, je l'aurais fait. Parce que Ah oui. les contractions se sont avérées être toutes les 3-4 minutes au Mm. quotidien, sur des journées. Et jusqu'au jour où en fait, j'ai commencé à avoir de la fièvre. Donc c'était pas très positif, mais moi je suis pas voulu trop en dire aussi au médecin. Alors j'étais suivie très bien, mais j'ai aussi eu cette envie de d'en dire le moins possible parce que je n'avais certainement pas envie qu'ils interrompent de même la grossesse. Je me suis dit si Ouais. un jour il doit y avoir une grossesse qui doit s'interrompre, même si je croyais énormément en mes enfants, je dis c'est mes enfants qui décideront, c'est pas les médecins. Mm. J'ai eu 3 jours de grosse fièvre, avec des douleurs très très importantes. Vraiment à la fin, ça a été très très douloureux. Et c'est à peu près vers le 15 octobre où ça a commencé à être vraiment très douloureux. Et le 19 octobre, donc là, je ne sortais même plus de mon lit. J'étais vraiment les moments pour aller aux toilettes, rien que pour aller faire pipi, c'était devenu un combat. Les médecins se sont dit bon, on va vous remettre sous antibio, vraiment, on va pousser les antibio au maximum qu'on peut pour voir ce qui ça passe, et puis on verra cette nuit comment ça ira. Et si la fièvre est tombée, jackpot. Et le soir, la fièvre était tombée, jackpot. J'ai dit c'est bon, on repart, c'est reparti. Tout le monde était positif, même le gynécologue de nuit qui était un petit peu dubitatif, avait dit bon maintenant que la fièvre est tombée, on continue comme ça. Mais la nuit s'est pas passée comme je l'aurais souhaité. Cette fièvre qui Ouais. était tombée, ça a été de courte durée. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc à 1h du matin, en fait, j'avais une fièvre importante, j'avais chaud, j'avais froid. J'ai appelé le service de nuit. Donc, j'ai demandé une couverture, on m'a rapporté une couverture. J'aurais appelé le service parce que j'avais envie de faire pipi et je ne pouvais pas me lever toute seule. Mm. Donc elle m'a accompagnée aux toilettes et à ce moment-là, en fait, j'ai expulsé mon bébé. En allant aux toilettes? Oui. Ok. Donc Waouh. j'ai accouché dans ma chambre d'hôpital, donc sur les toilettes. Donc là, il s'ensuit un long process où en fait donc le sage-femme de nuit est arrivé en urgence parce que je criais le martyr forcément, hein. Et là, j'ai été emmenée dans la salle d'accouchement au plus rapide. Il était 1h15. Je sentais que de toute façon quelque chose n'allait pas. Mon mari d'habituellement éteint son téléphone. La veille, je lui avais dit tu le laisses allumer cette nuit. Comme quoi, même si la fièvre était tombée, je sentais inconsciemment, je sentais Tu quelque. sens, ouais. Donc là, j'entre en salle d'accouchement. Mon mari, on laisse le temps à mon mari de venir. J'avais une grosse fièvre. J'avais plus de 40 de fièvre. Tout va trop vite. Tout va trop vite. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Je pense qu'à ce bébé, en fait, que en plus, on n'avait pas envie de regarder, mais j'ai regardé. Hein. J'ai regardé ce qui se passait. Hein. Tu l'as vu, ouais. Ouais. Et je me dis enfin voilà, c'est un raz-de-marée, c'est même pire qu'un raz-de-marée. En plus de ça, je ne me contrôle pas, je contrôle pas mon angoisse. J'arrivais pas à arrêter de trembler, j'avais chaud, j'avais froid, enfin voilà, la fièvre aussi jouait. Et j'arrive en salle d'accouchement. Mon mari après arrive à me calmer parce que je n'arrivais pas du tout à me calmer. On me branche de partout. Je croyais, alors c'est bête, hein, mais je croyais encore que mon enfant était entre mes jambes.
parce que je savais pas ce qui. Ah oui? Oui. Donc T'as pas vu ce qui s'était passé, tu as pas vu les différentes manipulations qui ont pu être non. faites. Donc et puis là, en fait, il m'installe. Mon mari arrive. Je sais pas ce qui se passe et on attend. Et ils te disent rien. Il me disent rien. Il me dit faut attendre. Madame. Il me demande de temps en temps si j'ai des contractions. Mais moi, la seule chose qui. Mais il faut attendre quoi? Ils te disent pas ce qu'on attend? On attend quoi? Que potentiellement ça arrête ou que les 2 autres bébés naissent? Enfin, c'est quoi l'attente? Alors ils voulaient attendre de voir peut-être que ma fièvre tombe un peu parce que du coup ils m'ont mis sous antibio à ce moment-là. J'étais perfusée, moi j'avais qu'une envie aussi, c'était de boire. Je n'avais pas le droit de boire, je savais pas trop ce qui se passait. Et le gynécologue de nuit me demande si j'ai régulièrement des contractions. Et là je leur dis mais non, soulagement, j'ai plus de contractions. Ça faisait 10 jours que j'avais des contractions, là j'avais plus rien. C'était le seul point, la seule chose finalement positive, un petit peu soulagement, c'était ça. 1h15 du matin, on attend dans une salle d'accouchement où d'autres bébés à côté naissent. Et tu les entends. On les entend. Nous, on attend toujours. On ne sait pas ce qui va se passer. Et les heures attendent. Moi, je demande qu'est-ce qui se passe. On ne dit rien parce que je pense que même toutes les sages-femmes, elles savent pas en fait. Elles attendent c'était les consignes du médecin. Et le médecin, est-ce qu'il savait faire quoi faire ou quoi que ce soit, je sais pas. Mais il me demandait si j'avais des contractions. Je me suis endormie un petit peu dans la nuit. Je me suis assoupie. Mais c'est plutôt, en fait, c'est au moment du service de jour, le gynécologue de jour qui vient me voir. Et là, qui me redemande si j'ai des contractions. Là, à force, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils veulent en quoi ils veulent me demander tout le temps si j'ai des contractions ou pas? Là, laissez-moi tranquille, quoi. J'avais envie qu'on me laisse un peu tranquille et qu'on me dise ce qui se passe. Et en fait, à un moment donné, j'ai commencé à avoir des contractions. Et pour faire plus court, en fait, j'ai la sage-femme qui regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de mon col. Et là, elle me dit, les bébés arrivent. Et c'était depuis 1h15 et le gynécologue me dit bon, vous en avez 2 autres, on va pas vous faire attendre une journée de plus parce que là ça peut être très long. Donc on va lancer le process. Alors il me dit vous avez pas le droit, j'avais pas le droit à la péridurale, j'avais pas le droit à la césarienne, j'avais le droit à rien parce que j'avais une infection. Donc là ils m'ont donné en fait une pastille qui déclenche les contractions pour m'aider. D'accord. Et ils m'ont aussi, ils ont voulu me shooter aussi. Ils m'ont pris, je sais pas ce qu'ils m'ont mis un produit pour pouvoir un petit peu. Un gaz, oui, le gaz pour les douleurs. Exactement. Et là, il y a un moment donné où je sentais des contractions et j'ai dit, j'avais cette petite pastille dans la bouche et j'ai dit, il faut y aller, on y va. La sage-femme elle me dit, c'est bon là, vous êtes sûre? Et je dis, oui, oui, on y va. Elle me dit, bon, ça y est, ça fait effet. Alors la pastille fait effet? Je dis, je sais pas. Et en fait, j'ai poussé et il y en a un donc qui est arrivé. Et en fait, à ce moment-là, la sage-femme va du moins s'absente parce qu'elle a un des bébés de sortie. Donc forcément, je les entends pas. Hein, il n'avait pas assez de durée de vie. Ils étaient à 23 semaines d'aménorrhée, donc tout juste avant. Et là, elle revient, elle me dit, bon, j'ai quand même une bonne nouvelle. Ils étaient tous les 2. J'ai accouché des 2 ensemble en même temps. Donc, parce que c'était quand même des petits bébés, hein. Bon, ils étaient à un peu plus d'1 kilo chacun. Ils étaient à 1,3 kg chacun. Mais bon, en fait, j'en ai sorti d'un avec les 2. Et ça a été un soulagement parce qu'en fait, je voulais pas revivre ça encore une 3e fois parce qu'en fait, c'était très douloureux. Ça a été douloureux et je me suis dit, c'est pas vrai, il va falloir que je m'y remette. Et en fait, dans mon bonheur, en fait, ils sont nés ensemble. Dans mon malheur, je dirais plutôt. Ils sont nés ensemble. Donc à 10h02 et à 10h04. Quelque chose comme ça. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as pu les voir? Ou est-ce que tu as voulu les voir? Au début, ils n'ont pas arrêté de nous le dire. Est-ce que vous voulez les voir? Est-ce que vous voulez voir? On ne voulait pas. On ne voulait pas. Et en fait,
Après, tu sais, dans l'accouchement, après, il faut un petit temps avant pour voir si, parce qu'ils font des examens, ils regardent s'il y a si le placenta est sorti. Après, ils Ouais. regardent si on va pas refaire des réactions. Donc, j'ai Hmm. en salle d'accouchement jusqu'à à 1 heure de l'après-midi. Oui, puis en plus avec ton infection, tout ça, j'imagine qu'il fallait quand Exactement. même faire très attention. Mais en fait, et puis j'ai pas eu le gaz en fait. Hein. Ils ont pas eu le temps de me le Non. donner. J'ai même pas fini ma pastille. Bon, voilà. Hmm. J'ai juste après je me suis réendormie et puis un petit peu je me suis assoupie et puis j'ai attendu que ça se passe parce qu'il fallait attendre 2 heures, je crois, 1 heure ou 2 heures Hmm. avant avant de sortir. Et puis pendant tout ce moment-là, en fait, ils sont revenus à nous plusieurs fois savoir si on voulait les voir. Et on voulait Ouais. pas. Et le dernier moment, en fait, où on allait partir, là, il y a mon mari qui me dit, moi, je veux les voir. Et je l'ai regardé. Et j'ai dit, ben, si tu veux, si tu vas, j'y vais. Et je dis, on y va ensemble. Donc, on les a vus, ouais. Et donc, en fait, ils avaient été, en fait, il y a une association des femmes qui tricotent des petits nids d'anges. Et donc, en fait, elle a dit, on vous les a préparés, ils sont dans des petits nids d'anges qu'on a tricotés pour eux, et tout ça, et voilà. Donc, vous pouvez les voir, ils sont prêts. Donc, en fait, ils avaient tout préparé, on les a vus, et je m'attendais à ce qu'ils soient pas beaux, je m'attendais à des bébés, voilà, tout, et en fait, ils étaient merveilleux, c'était magnifique. Et la sage-femme nous a dit, ils ont pas du tout souffert. Ils sont venus d'eux-mêmes, en fait, il n'y a pas eu de souffrance, et c'est vrai qu'ils étaient 3 petits bébés qui étaient très beaux. Et finalement, ils ont bien fait d'insister. C'est très important. Ouais. Le corps Sur le médical, processus de deuil, c'était important. ouais. Le corps médical est un petit peu, voilà, il y a plein d'interrogations qu'on se passe sur cette nuit-là. On ne sait pas trop. Ils étaient pas en fait. Est-ce que eux, ils étaient compétents pour gérer ce type d'accouchement? Je sais pas. Je sais rien de tout ça. J'ai pas envie. Je suis pas quelqu'un qui suis dans la colère, qui suis dans le remords de tout ça. Non, j'ai pas envie de me faire de mal avec ça. Par contre, ils ont été Mm. très forts sur l'après. Ils accompagnent bien. Ils accompagnent dans la cadre des sages-femmes nous a aidés dans tout le process de l'après, de ce qui est de l'enterrement, voilà, on a eu des petites empreintes, on a eu des photos, on a une photo qu'ils ont prise, voilà, tout ça. Ils nous ont accompagnés avec les Ouais. assistants sociaux, voilà, tout a été bien. Est-ce que, alors c'est une question très, très technique et très, légale, mais, comme ils sont nés avant 25 semaines, est-ce qu'il y a une déclaration de naissance? Oui, Donc ils ont pu avoir leur prénom? oui, ils sont dans notre livret de famille. Ouais. On a 3 enfants à charge, mais donc voilà, on est vraiment au stade où ils étaient, ils sont déclarés. Ils sont juste pas, ils ont les prénoms, mais pas le nom de famille sur notre livret. La question, du deuil est une question assez compliquée parce que je pense pas que tu puisses vraiment faire le deuil un jour de tes enfants. C'est quand même quelque chose d'assez particulier. Heu, Quelle a été la suite pour toi? Quels ont été les sentiments qui t'ont traversé, juste après les funérailles, après même pendant? Enfin, quels ont été, les sentiments pour toi autour de ça? Moi, finalement, je suis quand même quelqu'un qui m'accroche beaucoup à des croyances spirituelles et ça m'a beaucoup aidée. Finalement, de me dire c'était comme ça, c'était voilà, c'était ainsi, ça aurait. euh, La vie a été faite ainsi. Si c'est une expérience qui m'a été donnée de vivre, c'est que je devais en retirer quelque chose et que je suis capable en fait de surmonter tout ça. Et que en fait mes enfants aussi vont me permettre de me faire grandir moi aussi. Et je devais vivre ça. Pour moi, en fait, je me suis toujours accrochée à ça. Quoique ça n'enlève pas la tristesse que j'avais à ce moment-là. Hein. Mes enfants, je les voulais avec moi. Je ne voulais en aucun cas les voir naître morts. Hein. Je me projetais déjà avec eux
tous ensemble, avec ma vie en fait aussi. Mon futur avait été totalement articulé avec mes triplés. En fait, c'est que mine de rien, quand on attend des triplés, c'est que j'arrêtais de travailler, voilà, tout ça, tout était porté vers mes triplés pour l'avenir. Et là, en fait, je me retrouvais sans rien, plus rien, plus d'enfants, plus d'avenir, plus rien. Le trou béant, mais en même temps, je me suis dit, c'est que ça doit être comme ça. Ça se trouve, ça aurait été pire. Je sais pas. Ça se trouve, c'était pas la vie qui me convenait des triplés. Ça se trouve, j'aurais été malheureuse toute ma vie à être mère de triplés. Je sais pas, en fait. Tu vois, c'est dur de dire, enfin, c'est ça. Je me suis accrochée à me dire, si c'est comme ça, c'est que c'est mon chemin de vie, il est comme ça. Le deuil, après, c'est voilà, c'est le vide. Le vide. Et, on se retrouve avec mon mari quand je rentre, à faire à revenir dans un quotidien où en fait qui est plus de sens, des rêves qui sont totalement envolés avec eux en fait, hein, ils sont envolés avec eux, et un deuil qu'on fait au fil du mois pas pareil. Ah oui. On a été très, je pense que tous les couples, hein, on est très soudés avec mon mari, on a toujours été très soudés. Et il y a des moments où en fait on est resté soudés, mais il y a des moments dans le deuil où on avait des phases différentes et on l'a témoigné différemment. Et là, ça a été dur pour nous aussi. On s'est battu parce que faut comprendre l'autre, faut respecter l'autre, faut voilà, dans ce cataclysme en fait, parce que ce sont vraiment les montagnes russes. C'est vrai que j'ai eu des états de pleurs, qui pouvaient aller mieux à un moment donné, mais je repartais, voilà. Et j'ai eu des moments d'isolement total. C'est ce dont j'avais besoin moi. Lui, il l'a témoigné différemment. Et ça s'est pas fait en même temps. Ouais, c'est pas simple. Il y a beaucoup de couples qui se séparent après une épreuve comme ça. C'est pas, enfin, le deuil, il est tellement propre à chacun. Enfin, pas le deuil, mais la façon de le vivre en tout cas est tellement propre à chacun. Et enfin, la douleur est là. C'est ça en fait. Le truc, c'est qu'il y a une douleur qui est commune, mais la façon de vivre n'est pas la même. Et parfois, ça peut être difficile si on n'arrive pas à communiquer, si on n'arrive pas à être dans l'échange, de se relever de cette épreuve-là. Mais aujourd'hui, dans ton couple, d'abord, dans ton couple, comment ça se passe? Est-ce que vous avez réussi à surmonter cette épreuve? Comment vous avez réussi à vivre ça ensemble? Ça nous a renforcés en fait. En fait, on a eu un moment donné de gros down, hein, comme on dit, où moi, c'était surtout moi en fait. Il y avait un problème, enfin, il y avait un problème. Enfin, c'est normal. Mais je veux dire, où moi, ça n'allait pas. Et en fait, il y a un moment donné où on s'est dit stop, quoi. Stop. Là, faut qu'on parle. Il y avait eu un manque de communication à un moment donné, on se retrouvait plus et on s'est dit toi, qu'est-ce qui va pas? Moi, qu'est-ce qui va pas? Voilà, on a posé les choses sur la table et en fait, ça nous a relancé. Et la communication, hein, forcément, on sait très bien que c'est le point clé. Et ça a été au bon moment. Mais je pense que ce moment aussi où on s'est pas compris, c'était nécessaire. Et ça a été fait. Et je pense que là, les choses. Est-ce que c'est nos enfants qui nous ont dit à un moment donné, bon ben là, on va vous donner le message Ça suffit maintenant. qu'il faut que vous vous ressoudiez. Et puis, ben en fait, ça nous a encore plus soudés. Ouais. Est-ce que vous avez pensé à vous faire accompagner par des professionnels, par des psys? Alors Ensemble ou séparément d'ailleurs? moi j'ai été accompagnée. Mon mari n'a pas souhaité. Je n'ai pas donc on n'a pas fait d'accompagnement, de thérapie de couple ou quoi que ce soit. Et mon mari, lui, n'a pas voulu être accompagné suite à ce deuil. Sachant qu'en fait, on n'a pas vécu la même chose au niveau du deuil, puisque moi, du coup, je les portais. Lui, il n'avait pas encore ressenti, même s'il savait très bien, il avait vu mon changement, il sentait un peu les bébés, mais même mon hospitalisation a fait que ça l'a un petit peu éloigné des enfants. Moi, ça m'en a rapproché, les jours d'hospitalisation. Et il m'a vu quand même en véritable danger. Il aurait pu me perdre.
Et en fait, le jour où je suis revenue à la maison, lui, il avait quand même récupéré sa femme. Moi, j'avais perdu mes enfants. Oui, c'est pas du tout le même point de vue. Même si lui, il avait perdu ses enfants, tout comme moi, je ne lui incombe pas du tout. Voilà, il avait un énorme deuil à faire. Au final, il avait retrouvé sa femme, en fait, et qu'il avait eu tant peur de perdre tout le monde dans tout ça. Puis toi, tu étais prête, enfin, tu disais tout à l'heure quand même qu'il y avait des choses que tu cachais aux médecins, que tu étais prête à mettre même un peu ta santé en jeu pour les sauver finalement, pour les avoir avec toi. C'est énorme, tu vois, c'est énorme et toi, tu étais prête à ça, mais parce que tu le vivais justement dans ta chair, parce que tu le vivais en toi et lui, ce qu'il voyait, et tu as raison hein, sur ça, c'est toi, pas bien, hospitalisé sous perfusion avec à la fin de la fièvre et possiblement le fait de te perdre toi. Et ensuite, les bébés, certes, et c'est toujours un drame, et voilà, mais c'est vraiment pas le même rapport, et je trouve que c'est important d'en parler, de montrer justement pour les conjoints et les conjointes, pour en tout cas les personnes qui ne portent pas les bébés dans ces situations-là, où il y a une possibilité de perte finalement de maladie ou de quoi que ce soit de la part de la mère qui porte, ça peut être aussi, enfin c'est différent, enfin il y a plusieurs stades de choses à encaisser finalement. Et alors il me semble, d'après ce que j'ai vu sur Instagram, que tu t'es réfugiée dans quelque chose. Un petit peu. Oui, tout à fait. Suite à ça, donc le vide total, hein, comme je te dis. Voilà, et puis mon congé maternité. Mes enfants sont décédés à une période où en fait mon congé maternité s'était validé jusqu'au bout. Parce qu'en fait, si tu perds tu perds à partir de 21 ou 22 semaines d'aménorrhée, si tu perds tes bébés après, ton congé maternité, il se valide jusqu'au bout. En fait, moi, mon congé maternité, j'étais en congé maternité jusqu'à début août. Je les ai perdus au mois d'octobre, hein. Fin octobre. Le 20 Oui, mais octobre, parce que exactement. le congé maternité pour des triplés, c'est beaucoup plus long, c'est ça? Oui, tout à fait. Et puis, ben, comme ils étaient quand même à un terme un peu avancé, ben, ils ont considéré qu'il y avait besoin de cette période pour, pour Mmh. se refaire un peu une santé, quoi. C'est un peu ça, je Oui. pense. Et donc, moi, toute cette période, ben, j'ai été un peu dans les questionnements, savoir ce que j'allais faire de ma vie. Et j'ai toujours été passionnée par la pâtisserie, mais bon, dans un cadre avec des troubles du comportement alimentaire et un peu aussi dans l'idée qu'il faut faire de grandes études, parce que c'est mieux vu par tout le monde et que c'est plus chouette. Ben, je suis partie sur des grandes études des jeunes, hein, dès mon adolescence. Donc, même si j'étais passionnée par les métiers un peu de la gastronomie, etc., ben, je m'y suis pas plongée. Et après, ben, les troubles du comportement ont fait que j'ai arrêté la pâtisserie, j'ai arrêté tout ce type de cuisine ou d'instants qui pouvaient être gourmands, mais bien trop gourmands justement. J'ai réfléchi et je me dis, qu'est-ce que j'ai promis à mes enfants? Et je me souviens avoir promis à la mise en bière de prendre soin de moi et de faire tout ce que j'avais besoin de réaliser, tout ce que j'avais envie. C'est ce que je leur ai promis en fait. Je me souviens les derniers instants où je les ai vus, parce que la mise en bière, j'ai eu l'occasion de les revoir. Je leur ai promis de prendre soin de moi. Et ça passait par là aussi. Ça passait par qu'est-ce qui m'animait vraiment, qu'est-ce qui me faisait vibrer, au-delà en fait de ce trouble du comportement, cette petite voix qui n'était pas moi. Qu'est-ce qui fait vibrer dans mon cœur, quoi? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et là, j'en ai conclu que c'était vraiment la pâtisserie. Et au début, je me suis dit bon, je vais passer par un candidat libre, hein, parce qu'il faut passer son CAP en candidat libre. Je suis à la maison, je vais pouvoir travailler à la maison. Et en fait, ce dont j'avais vraiment besoin, c'est vraiment de m'offrir une formation adaptée, de qualité, vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et voilà. J'ai intégré en septembre, donc il y a un mois, une école, donc à Bordeaux, donc à 2 heures de chez moi.
Un institut, l'Institut culinaire de France, qui prépare au CAP avec donc un enseignement de qualité, des chefs de qualité aussi. Et voilà, je me suis offert cette nouvelle vie, qui est donc loin de mon mari aujourd'hui, mais pour vivre de ma passion plus tard aussi, avoir d'autres projets. Et je m'éclate. Je m'éclate. Aujourd'hui, il y a des difficultés parce que j'ai totalement percé ma bulle de sécurité que je m'étais faite depuis le départ de mes enfants. Aujourd'hui, je suis dans l'inconnu, loin de mon mari, loin de ma bulle, avec des gens que je ne connais pas, que je dois côtoyer au quotidien, un nouvel univers. Euh, mais à partir du moment où je suis dans un laboratoire à pâtisser, j'oublie tout. Il y a juste des étincelles qui sont mes étincelles d'enfant, en fait. Il y a juste ça qui répond à ma passion, en fait. C'est un peu comme si tes bébés étaient arrivés, tu sais, et j'ai l'habitude de le dire, mais je pense pas qu'il y ait de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard. Ça veut pas dire que les choses négatives qui arrivent sont là sont méritées. C'est pas du tout ça dans ça. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie, dans le sens où tes 3 bébés, ils devaient passer dans ta vie, je pense, parce qu'ils devaient te montrer le chemin. C'est un peu, tu vois, ce que je ressens, c'est de dire, ben, ils t'ont montré le chemin en disant, ben, en fait, t'as pas besoin des limites, tu vois. T'as pas besoin de ce cadre que tu t'imposes et vas-y, en fait, déploie-les tes ailes et fonce et fais quelque chose qui te fait vibrer. Et ouais, c'est comme si, en fait, tes bébés, en passant dans ta vie, aussi peu de temps que ça puisse être, ils t'avaient montré le chemin finalement. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Ça n'enlève pas la tristesse, ça n'enlève pas la douleur, ça n'enlève pas l'injustice de perdre tes bébés. C'est pas du tout ça. Mais s'il y a une leçon peut-être, tu vois, à tirer entre guillemets, s'il y a un message à retirer de cette épreuve, en gardant le beau en fait finalement. Le beau, c'est le fait que tes bébés étaient là et qu'il t'ait apporté tout ça. Ça a été peut-être ouais, de te dire ben libère-toi de ce cadre qui t'empêche d'être qui tu es, qui t'empêche d'aller vers là où tu veux être, quoi. J'appelle ça une renaissance. Dans le décès de mes enfants, en Mmh. fait, il y a une renaissance. Et ils m'ont clairement passé un message. C'est une grossesse extraordinaire, dans l'aspect où, en fait, ils étaient 3. Il me fallait ça, en fait. Il me fallait de l'extraordinaire pour enlever tout un protocole ou tout un cadre. Et en même temps, en fait, une douleur immense qui pouvait me dire aussi qu'en fait, dans la vie, tout peut arriver, tout peut s'ébranler en un rien de temps, parce que c'est ça en fait, c'est un décès quand même. Et en même temps qu'on peut s'accrocher à une lumière et que même la plus grosse part d'ombre, la plus noire des nuits, tout ce qui peut nous arriver, il y a une lumière, en fait, il y a une étincelle. Et il faut la prendre. Et je dirais qu'on peut, beaucoup de personnes peuvent rester dans le deuil. Et je comprends, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se relever. J'y penserai toujours. Moi, ça fait pas de moi que j'oublie tout ça. Mais je pense qu'on a tous en nous la possibilité de rebondir et de se nourrir en fait de ce drame pour en faire une force. Ça, ouais, j'en suis convaincue. Moi, pour moi, c'est vraiment ma renaissance. Je vais te poser une dernière question, Marine, tu me dis si tu la trouves déplacée ou pas. Est-ce qu'aujourd'hui tu désires, de nouveau être mère? Oui, je désire, mais pas dans l'immédiat. Parce que on me l'a beaucoup demandé, savoir si j'allais réenclencher. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas encore mes règles, naturellement. Je souhaite avoir un bébé qui, naturellement, je veux dire, où je ne rentre toujours pas dans un parcours PMA. J'ai besoin, en fait, de me reconstruire moi. Parce que je me suis perdue pendant toutes ces années. Et j'ai fait beaucoup de sacrifices cette dernière année pour mes enfants parce que je l'ai voulu aussi. Ce deuil, y a pas, voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse. J'ai pas envie de faire aujourd'hui, j'ai pas envie de faire un enfant pour qu'il soit un enfant, peut-être pansement ou pour qu'il soit quelque chose. Non, j'ai besoin de me reconstruire moi. Et je sais que dans la suite, j'aurai un autre enfant. Je le sais, mais plus tard. Et on se laisse le temps. Et mon mari me met pas de pression là-dessus non plus.
Donc, on prendra le temps et il se présentera à nous. Et je sais que mes enfants, mes triplés, auront un petit frère ou une petite sœur. J'en suis persuadée. Tu nous l'as pas dit, mais je pense que ce serait chouette de les entendre. Est-ce que tu peux nous donner leur prénom? Alors, c'est Gustave, Suzanne et André. On les remercie tous les trois d'avoir fait partie de ta vie. On les remercie pour t'avoir donné peut-être la force de la raconter, cette histoire. Et j'espère, et je pense qu'elle va aider plein de gens à traverser potentiellement cette épreuve, mais pas forcément que celle-là, parce qu'il y en a d'autres. De toute la partie qu'on a évoquée au départ, que ce soit dans les troubles du comportement alimentaire, que ce soit dans la grossesse multiple, quand ce soit dans les décisions, que ce soit dans l'arrêt de cette grossesse, de la perte de tes bébés. Dans tous les cas, dans tout ce que tu as transmis, je les remercie eux et je te remercie toi de m'avoir accordé cette confiance, d'avoir transmis ton histoire et d'avoir généreusement accepté d'aider toutes ces personnes qui t'écouteront et qui entendront ton discours. Merci, vraiment, merci 1000 fois du fond du cœur. Merci à toi aussi de m'avoir contacté. Merci pour aussi ta confiance, mais aussi moi ça me fait énormément plaisir. Aujourd'hui, en fait, du coup, avec mon compte Instagram, j'ai parlé de toute mon histoire. Je sais pas, peut-être tu pourras faire le lien. C'est vrai que j'avais monté ce compte Instagram à partir du moment où en fait on avait eu écho, on avait appris la grossesse triple. Donc il y a l'avant et l'après. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on part un petit peu plus sur ma vie au quotidien, plutôt pâtisserie et gourmandise, mais aussi un petit peu l'après-deuil, les dates d'anniversaire qui sont pas faciles et peut-être aussi d'autres surprises qui arrivent dans l'après, dans une vie normale et qui suit son cours. De tout ça, je veux dire que tout le monde peut me contacter également. Je me ferais plaisir d'échanger avec toutes les femmes qui sont dans le besoin, parce que je sais que moi, finalement, Instagram m'a énormément aidée. M'a aidée pendant ma grossesse parce que des mamans de triplés m'ont énormément soutenue. Et aussi après, parce que il y a une énorme communauté sur Instagram de mamanges et de papanges et de paranges en général, comme on les nomme. On se soutient énormément et ça c'est très important parce que dans notre quotidien, même si finalement on est nombreux à avoir vécu ce genre d'expérience, alors je ne dis pas un deuil, ça peut être alors ils appellent ça fausse couche, quoi qu'il en soit, que ce soit une maman qui perd un enfant à 3 semaines de grossesse ou à 10 ou à 20 semaines ou à 30 semaines, c'est finalement on a la même douleur. On vit les choses différemment, mais aussi ne serait-ce que se parler, s'écouter, entendre l'expérience de l'autre, c'est très important. Ouais. Mais tu vois, tu devances absolument mes questions parce que ma vraie question dans Prenons un café, c'est de dire, c'est pas grave, c'est de demander si tu peux être contacté. Donc la réponse est oui, et surtout où est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce que tu peux nous donner le nom de ton Instagram? Alors moi, je suis référencée sous le nom de Maman Je Pâtisse. Oui, parce que comme on l'avait vu, voilà, comme on a fait un petit peu le point, je suis mamange et je pâtisse. Voilà, donc ça fait le lien aussi. Tu résumes extrêmement bien la situation dans ton pseudo, en effet. Comme quoi, il faut être clair et précis. Dans tous les cas, je le mettrai... Ah oui, mais pour le référencement, c'est important. Non, mais blague professionnelle. Mais non, mais dans tous les cas, je mettrai le lien de ton Instagram en description du podcast, dans les descriptions sur Instagram. Tu seras de toute façon lié aux différents posts qui sortiront. Mais voilà. Encore merci, Marine. Je te remercie beaucoup pour cet échange et je te dis à bientôt. Merci, à très bientôt. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast.
C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, au choix 5, et tu écris ce que tu veux dans la section Avis. Par exemple, le 18 septembre, Julie et les petits pois écrivaient « J'ai découvert ce podcast un peu par hasard au début de l'été et j'ai écouté tous les épisodes avec beaucoup de bonheur et d'émotion. Merci et bravo Élise pour ce merveilleux contenu, toujours juste, passionnant et bienveillant. » Merci mille fois Julie d'avoir pris le temps d'écrire ce message qui me touche énormément. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain, et oui, mardi prochain, pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.